Et on va pouvoir démarrer. Salut Delphine, comment ça va? Salut Jérémy, ça va très bien. De bon matin, je suis très motivée. Et je me suis dit ce matin dans la douche, c'est cool, c'est pas ton podcast, t'as pas besoin de préparer, laisse-toi aller. C'est cool. Non, franchement, j'étais contente ce matin. Alors que moi, j'allais me coucher hier un peu tard. J'avais des amis à la maison et je me suis dit, il faut quand même que je repasse et que j'en apprenne un peu plus sur Delphine. Et bon, du coup, voilà, on est au taquet. Et puis c'est le but quand tu crées du contenu. Je connais. On accueille du coup Delphine qui est l'animatrice et la créatrice du podcast Richissime. C'était Budget Chéri pour ceux qui l'ont pas écouté depuis quelques semaines, quelques mois. T'as changé le nom du podcast assez récemment. Delphine, elle parle beaucoup d'argent, de relations à l'argent, d'investissement aussi, donc d'immobilier, de mindset. Et je suis hyper content de pouvoir faire un épisode où on va présenter évidemment son parcours, ses différentes activités, mais on va pouvoir aussi parler de cette relation à l'argent. Je fais assez peu d'épisodes qui sont, je dirais peut-être des développements personnels, mais ça m'a été un peu demandé. Je sens que les épisodes les plus inspirants, ils marchent assez bien. J'oppose un peu inspirant à technique. Parfois, j'ai des épisodes qui sont un peu bruts de décoffrage sur des points techniques, etc. Et donc, du coup, hyper content de parler de ça avec toi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous parler peut-être même de ton enfance, où est-ce que tu as grandi, qu'est-ce que tu as étudié, comment tu te voyais quand tu serais grande, ce genre de choses? Yes, je vais te faire ça. Alors, j'aime bien me présenter comme multicasquette aujourd'hui, tu vois, donc je suis animatrice de ce podcast, j'investis aussi, et puis je forme et je coach des gens qui veulent travailler leur relation à l'argent. Donc ça, c'est aujourd'hui, c'est la version actualisée de de ce que je fais. Et donc j'ai grandi en région parisienne. De parents qui eux-mêmes avaient grandi en région parisienne. J'ai bientôt 35 ans. Donc voilà, je suis pas vieille et plus toute jeune en même temps. Alors moi j'ai grandi dans j'ai toujours pensé que mes parents faisaient partie de la classe moyenne, peut-être moyenne plus. Statistiquement parlant, ils font même partie des gens riches, mais je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça en fait. Parce que ça commence assez vite la richesse statistiquement parlant. Le revenu médian en France, c'est quoi? C'est on en a parlé récemment dans l'actualité avec ce chèque énergie ou je sais plus trop quoi. Donc donc si je ne dis pas de bêtises, les auditeurs nous corrigeront si c'est le cas. On est à 2 000 €, donc 2 000 € par personne, c'est le revenu médian. Donc il y a 50% de la population qui gagne moins et 50% de la population qui gagne plus. Pour mes parents gagnaient plus, ma mère un peu plus et mon père beaucoup plus. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie? Oh, mes deux parents étaient, alors j'allais dire oui, non, ma mère était pas cadre en fait. Je sais même pas si elle est devenue, maintenant ils sont tous les deux à la retraite. Je sais pas si ma mère était cadre, mais mon père était cadre et les deux ont fait quasiment l'intégralité de leur carrière dans le même groupe. Enfin, chacun chacun leur groupe, mais dans la même entreprise, grande entreprise. Mon père ingénieur, donc ma maman, elle avait un diplôme bac+2, je pense, et puis elle a fait dans le milieu bancaire, de la travail. J'ai toujours eu du mal à expliquer ce que ma mère faisait, mais globalement, elle était dans. Tu sais, quand t'es petit, ma maman, elle est dans l'informatique. Et ben voilà. Mais elle n'était pas développeuse. Voilà, donc c'est l'informatique un peu, tu sais, nébuleux, quoi. C'est les gens qui codent pas, mais qui font quand même de l'informatique. Je comprends. Voilà, donc ils sont derrière un ordinateur dans un bureau. C'est ça que ça voulait dire dans les années 80 ou 90 en tout cas. Et toi, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune? C'était quoi tes rêves de petite fille du coup? Petite, je ne sais pas, mais j'ai longtemps voulu faire de la musique. Je chantais. Bon, je continue, mais sous ma douche, quoi. Non, mais je chantais, je faisais de la guitare, je faisais du piano. Alors, je parle au passé parce que c'est tellement honteux. Je touche une guitare 4 fois par an, peut-être. Piano, c'est pas mieux, alors qu'il y en a un dans mon salon. Et
mais voilà, jeune, je jouais dans un groupe, et j'avais envie d'en faire mon métier. Alors j'avais quand même cette naïveté de penser que, enfin non, cette naïveté, au contraire, cette clairvoyance de savoir que il aurait fallu que je travaille un petit peu plus et que j'avais pas non plus j'avais pas non plus un talent inné à la Céline Dion, mais je me défendais pas mal quand même. Et puis quand j'étais en études supérieures, et j'ai quelqu'un que j'ai croisé qui m'a donné ce super conseil que j'ai pas écouté tout de suite, mais que j'ai fini par comprendre, et qui m'a dit: mais tu vas te faire chier dans l'industrie musicale, vraiment, c'est une industrie qui est restée bloquée dans les années 80, ils font rien de nouveau, il y a de la thune, mais pour les artistes, mais si tu veux, parce qu'après j'ai évolué, je me suis dit je vais travailler dans l'industrie musicale, tu vois. Et cette personne m'a dit, qui travaillait d'ailleurs dans l'industrie musicale, il me dit: à part pour les artistes, et encore, vraiment, il y a pas de thune. Ouais. Et puis surtout, c'est vraiment, c'est très old school comme industrie. C'est les mêmes recettes depuis des décennies. Et c'est une industrie qui se réinvente pas beaucoup. Qui à l'époque, hein, moi je te dis ça, c'était dans les années 2000, donc on était encore quand même dans une industrie qui, subissait la crise à fond des plateformes, enfin de la digitalisation. Et voilà, c'est cool d'avoir reçu ce conseil parce que du coup, je suis jamais allée dans cette industrie et j'en suis super. Voilà. T'avais étudié quoi, où Alors moi, parle-nous un petit peu j'ai de tes intégré premières Sciences Po. expériences. Ouais, j'ai intégré Sciences Po à la fin de mes études. Trop contente. J'ai découvert en arrivant en études supérieures ce que ça voulait dire de réfléchir. J'ai toujours ce truc de... je me rappelle, c'était vraiment marquant pour moi. J'ai adoré mes années d'études à Sciences Po, surtout les premières vraiment. Et je me dis, ah ok, c'est ça, réfléchir en fait. Et voilà, ça m'a vraiment ouvert un horizon. Ça m'a ouvert sur autre chose. Et j'ai aimé étudier à. J'ai aimé étudier à Sciences Po, donc j'ai fait toute ma scolarité avec un petit passage en année de césure où j'ai voyagé principalement. Trop bien. Où Donc ça? voilà. Et j'ai fait un petit tour du monde, donc vraiment le tour du monde. L'Inde, Australie, Inde, Philippines, Australie, Nouvelle-Calédonie, Argentine. Donc tu vois un peu le... Et Trop ensuite, bien. retour en France. Voilà, c'est marrant, je parle pas souvent de tous ces aspects-là de mon parcours, mais je suis revenue de ce tour du monde, ça a vraiment du sens là dans l'histoire. Je suis revenue de ce tour du monde avec ce truc de se dire, je veux pas faire un boulot, mais je veux pas faire du métro boulot dodo. Je savais pas ce que je voulais faire, je savais pas comment, bref, mais je savais que je voulais pas faire... voilà, je voulais pas un truc qui me semblait un peu enfermant à l'époque. Et j'avais ce truc de me dire, je pense que j'ai une capacité à aider les gens. Et donc, j'ai vidé ce qui me restait, j'ai quasiment vidé ce qui me restait de mon PEL, puisque la première partie avait été mise dans le dans le voyage. Et, Ouais. et du coup, j'ai quasiment cassé le reste pour me payer une formation de coach. Et donc, et je te parle de ça, on est en 2010. Donc, Oui, c'était il y a je pense très que c'est très moins longtemps. développé qu'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, je Mais trouve c'est qu'on voit surtout que beaucoup de coachs j'avais... émerger. mais 2010, moi j'avais 23 ans au moment où je me forme. Et des coachs de cet âge-là, j'essayais de me dire non mais ça va aller, mais en fait ça n'a pas été si simple que ça. Et je voyais le coaching comme un truc assez tradi, en cabinet, à l'heure, etc. Et du coup j'ai jamais vraiment... J'ai accompagné... tu vois, un nombre de personnes qui se comptent sur les doigts d'une main. et, et puis après, j'ai bifurqué vers... j'ai découvert le monde des startups, j'ai bifurqué vers les startups, j'ai entrepris, j'ai travaillé en startup. Après, c'est une autre histoire. Et pendant longtemps, j'ai cru que ce truc serait resté une petite parenthèse de ma vie où j'avais fait cette formation de coaching, j'avais accompagné quelques personnes et puis paf, poubelle. Et finalement, en fait, c'est avec Richissime que j'ai reconnecté le truc, tu vois, plus de 10 ans après, où cette formation a pris tout son sens et je me suis dit, ok, je veux accompagner des gens et j'ai déjà un bagage que je continue à faire évoluer du coup au quotidien. Super. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette parenthèse du coup dont tu parles en startup? Quel job tu faisais? Est-ce que, bon, il y a sur ton site et dans ton podcast
ces compétences à maîtriser pour changer sa vie dont tu parles, qui sont genre, gagner de l'argent, l'économiser, l'investir, le dépenser. Et du coup, je pense que cette parenthèse, c'est peut-être un bon moment pour parler de gagner de l'argent et comment tu as commencé à en gagner justement. Alors, en vrai, ma première, à part les stages, mais ma première expérience pro, c'est une boîte que j'ai montée. D'accord. Alors là, c'est plutôt comment perdre de l'argent. Comment perdre de l'argent en 24 mois. Ça sera le titre de l'épisode. Exactement. Comment tu montes un truc foireux et ça, c'est assez facile de perdre de l'argent, tu sais, bizarrement. Ça demande pas beaucoup de si. Non, mais par contre, le perdre avec panache, avec brio et rebondir, ça, par contre, c'est une vraie compétence. Mais blague à part, j'ai monté un projet et ça a vraiment été un échec du début jusqu'à la fin. Mais par contre, c'était une encyclopédie d'apprentissage cette expérience-là. Donc c'était vraiment génial. Et puis du coup, un peu exsangue quand même de ce truc-là qui avait pas marché. Je suis revenue sur le marché du travail en tant que salariée, en cherchant un CDI que j'ai trouvé assez rapidement. Oui et non. Honnêtement, le tout premier job que j'ai trouvé après cette expérience-là, c'était un job à la CCI où je faisais du conseil téléphonique, mais de premier niveau. Tu sais, les gens qui appellent. Pas conseil élaboré sur l'entrepreneuriat et tout. Vraiment le conseil de premier niveau sur où est-ce que je trouve sur votre site il y avait ça. Où est-ce que je trouve sur votre site le dossier à télécharger pour créer ma société en SAS. Voilà. Ok. Ah, d'accord. Et en fait, c'était à la fois tellement reposant de ne rien avoir à penser en dehors des horaires de travail, mais rapidement, très rapidement, malheureusement, c'est pas possible. C'était infantilisant au possible parce que c'était du téléphone. Tu pouvais pas partir, tu pouvais pas quitter ton bureau sans demander la permission pour aller aux toilettes. Et t'avais 2 pauses. Alors c'était vraiment réglementé, tu vois. Et là j'ai compris ce que pouvaient ressentir des gens qui faisaient des boulots un peu ouvriers. Quand je dis un peu ouvrier, ça peut être dans le tertiaire, hein, des gestions de caisse, mais où tu peux pas partir de ton desk, quoi. Et en fait, t'as 2 pauses de 10 minutes. T'as ta pause repas, et puis le matin, t'as une pause de 10 minutes, et l'après-midi, t'as une pause de 10 minutes. Et des fois, quand moi et les autres, on faisait nos rebelles, on allait aux toilettes sans demander. Wouh. Waouh. Sans vous chronométrer. La gruge, c'était non mais si déjà tu commences à aller aux toilettes sur tes 10 minutes, t'as perdu 2 à 3 minutes, quoi. Ah bah oui. Donc en fait, on se débrouillait pour aller aux toilettes en dehors de nos pauses 10 minutes. Non, mais t'imagines, c'est là, t'en es réduit à ça, quoi. Donc moi qui sors de l'entrepreneuriat et quand on voit ce que je fais aujourd'hui, on se dit non mais elle a sérieusement bossé dans un truc comme ça. Oui, j'ai bossé dans un truc comme ça. Ça a duré un peu plus de 6 mois. Et effectivement, après, voilà, j'ai su, non, mais ok, next, c'était vraiment la transition et on passe aux choses sérieuses. Et donc là, après, j'ai bossé dans 2 startups différentes, dans du marketing, d'acquisition, jusqu'à ce que, voilà, je revienne un petit peu de la folie, l'enthousiasme général que j'avais pour le monde des startups est un peu retombé. Et là, j'ai découvert, et là, j'ai souhaité me devenir freelance. Et il m'a fallu 2 ans un peu avant de trouver ce que j'avais envie de faire en tant que solo entrepreneur. Et ça a été le podcast. Voilà, en résumé. Super. C'était quoi justement le déclic pour lancer un podcast? Qu'est-ce qui t'a fait te tourner vers ce média qu'on aime beaucoup tous les deux et pas d'avoir lancé une chaîne YouTube en premier lieu, par exemple? À l'origine, la raison numéro 1, alors, une affinité avec ce média audio qui te permet de faire plein de choses en même temps. Donc j'aimais le média audio, mais je connaissais assez peu les podcasts natifs. J'avais été, je venais d'être en fait invitée sur un podcast pour parler de mes activités de freelance, podcast de Alexis Minkela, Tribu Indé, et je me suis dit, waouh, il fait ça dans son salon avec un micro qu'il a acheté 60 € sur Amazon. C'est trop bien, en fait, je peux faire la même chose. Donc ça a commencé comme ça. Et j'ai finalement après découvert que non seulement c'était un média de grande proximité, ça permettait vraiment de construire quelque chose de très fort avec son audience, et que surtout, je trouve qu'il n'y a pas d'autres médias
qui permettent d'exprimer une pensée aussi complexe et d'aller en profondeur dans les choses dans un temps aussi court. Si on devait mettre tout ce qu'on se dit à l'écrit, il me faudrait des heures et des heures, voire des jours pour l'écrire, et il faudrait aux gens des heures pour le lire. Ça serait un livre, quoi. Ça serait finalement. Exactement. Et en télé et en radio, je veux dire, la radio, les émissions sont beaucoup plus ramassées. En vrai, on va jamais en profondeur dans les sujets. Il y a pas longtemps, j'ai été invitée sur un plateau de télé et j'ai compris que globalement, donc on était 3 invités sur un sujet qui allait durer en tout peut-être 5 à 6 minutes. Donc quand tu enlèves le temps de parole de l'animateur et celui des 3 invités, tu dis OK, donc je vais parler peut-être entre 1 minute et 2 minutes. Je dis ça à une amie qui bosse dans les médias. Elle me dit mais c'est génial, mais tu te rends pas compte. Et moi j'étais là en mode je peux parler 1 minute. je fais même pas mon introduction de podcast en 1 minute. Donc il y a un énorme décalage. 1 minute en télé, c'est un passage d'1 minute en télé, c'est énorme pour quiconque est familier avec ce média-là. Mais pour moi, je trouve ça en fait tellement ridicule parce que effectivement, tu cherches donc t'es exposé à énormément de gens, mais au-delà de ça, le fond est sacrifié parce que quel type de pensée tu peux exprimer dans un temps aussi court et on le voit sur les interviews politiques, on le voit sur beaucoup d'exercices télévisuels où finalement c'est qu'est-ce qu'on ressort de ces choses-là, à quel moment on est allé titiller le fond, ne serait-ce que titiller le fond. Et en fait, on se rend compte que c'est quasiment jamais. Donc voilà, moi j'aime le podcast pour ça, quoi. Ouais, c'est vrai que quand je fais des recherches sur des invités parfois qui sont relativement médiatiques, je me retrouve à chercher du contenu vidéo par exemple, et en fait ils ont toujours des interventions entre 30 secondes et 5 minutes, et je me retrouve à entendre 10 fois la même chose, mais vraiment même des phrases qui sont identiques parce qu'en fait, ils ont un discours bien rodé. Et si tu leur donnes 2 minutes à chaque fois, ils savent quelle est l'essence de leur boîte ou de leur sujet d'expertise. Et du coup, c'est hyper frustrant. Et parfois, quand je les invite sur le podcast, après, ils me disent, ils ont l'impression de s'être livrés même personnellement. Et c'est un peu la première fois qu'ils sont rentrés dans ces détails-là. Ils me disent t'as vraiment des super qualités de journaliste, etc. Et je leur dis c'est même pas vraiment des qualités de journaliste, c'est surtout que on t'a jamais laissé autant de temps que tu voulais, à savoir 1 heure ou 1 heure et demie pour parler de ça. Et ça, je trouve aussi que c'est la grande force du podcast. Ouais. Exactement. Trop bien. Et quelle a été la suite ensuite avec le podcast? Parce que pour le moment, du coup, c'est une activité, au moment où tu le lances, c'est une activité passion, ou tu te dis que aussi que tu vas pouvoir créer une communauté autour de ça, mais c'est dans quelle optique? Venant du monde des startups, mon but, il y avait vraiment un but très précis à l'époque. Je voulais monter une appli de gestion budgétaire. En creusant un petit peu le sujet, en faisant des tests, en mettant des landing pages en ligne, en faisant tu vois, tu payes 100, 200 euros pour faire des Facebook ads qui redirigent vers une landing page. Tu vois quelle traction tu peux essayer d'amener avec ton message, la façon de le raconter, etc. Et la conclusion de cette phase de recherche, ça a été que la façon, le budget, tout le monde parle de budget, et c'est difficile pour une personne de faire la différence entre toi, ce que tu entends par budget, et ce que tout le monde entend par budget. Une appli comme Banking, mais même une appli comme Lydia, va utiliser le mot budget, va dire qu'ils ont des fonctionnalités de budget. Votre appli bancaire, si elle permet de catégoriser les dépenses, va vous dire on a une fonctionnalité de budget, on fait du budget, etc. Tout le monde fait du budget. Toutes les applis où il y a un rapport avec l'argent, ils font du budget. Mais je dis non, en fait, c'est pas ça un budget. Un budget, c'est pas de regarder ce qui s'est passé et de classifier ces dépenses qui ont déjà été faites. Un budget, c'est je décide d'allouer mon argent à telle ou telle chose que j'aimerais faire dans le futur. Et j'avais vraiment du mal à retranscrire ma philosophie du budget pour la distinguer de ces mastodontes en fait qui communiquaient sur la même chose que moi.
Et sans arrêt, je me retrouvais à expliquer, mais oui, mais tu vois, quelle est la différence entre mon budget à moi et leur budget à eux? Et en fait, la personne qui m'avait accompagnée dans cette phase de recherche m'a dit, mais toi, tu es passionné, tu sais exactement de quoi tu parles, et moi, quand je t'écoute, tu m'embarques. Mais ce truc d'appli, tu vas te casser les dents. Lance un média pour parler de ton sujet. Et donc, mon but, c'était, ok, je vais lancer un média. Ça a pris la forme d'un podcast, ça aurait pu avoir une autre forme. Et je voulais agréger une communauté autour de ce média. Ça aurait pu être via une mailing list ou l'audience du podcast en l'occurrence. Je me dis, quand j'arrive à 10 000, je lance l'appli. Bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, je suis arrivée à 10 000. Et puis... Quand tu dis 10 000, c'est 10 000 écoutes mensuelles? Ouais, 10 000 écoutes mensuelles. Ça aurait pu être 10 000 personnes dans une mailing list si j'avais poussé le truc. La mailing list, c'est pas ce que j'ai choisi voilà, ça m'intéresse pas. Ça me saoule de recueillir des emails. Ouais. Donc, et du coup, c'est juste qu'entre temps, j'ai kiffé ce projet. Tout a changé. Ma trajectoire a changé et en fait, j'avais plus envie de faire ça. J'ai découvert le monde du soloprenariat, du coaching, de la formation et je me suis dit, ok, mais j'ai envie de faire ça. C'est aussi parce que ces business-là de formation sont des business qui sont vraiment parfaits pour décorréler son temps de son argent. Et je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire en fait. Je veux développer ce podcast, je veux développer mon expertise, ma crédibilité, et ensuite pouvoir proposer des offres de formation ou de coaching. Et ce sera ça ma source de revenus. Aujourd'hui, le truc a pris tellement d'ampleur que ça commence à revenir. Cette histoire d'application mobile va revenir en 2022, je vous le dis. J'ai un territoire tellement établi, j'ai une communauté, j'ai une grosse communauté, j'ai quand même 60 000 écoutes du podcast par mois. J'ai une grosse communauté de clients aussi. Et cette histoire de lancer une application résonne complètement différemment dans ma tête aujourd'hui. Donc voilà. Il y aura des choses en 2022, mais ça aura mis du coup 3 ans avant de se faire. Ok, donc tu as commencé en 2019, c'est ça? Le podcast a été lancé fin 2019, exactement. Ok. Et tu as réussi à tenir un rythme depuis 2019 où tu t'es... quel a été ton rythme sur le podcast? Est-ce que parfois tu t'es découragé, tu as arrêté, ou est-ce que tu as toujours réussi à tenir cet épisode hebdomadaire? Comment tu trouves en fait cette motivation dans la mesure où au début c'est juste un média qui est non monétisé, où tu sais pas exactement ce que tu vas en tirer par la suite? Comment tu t'es motivé et comment ça s'est déroulé? Alors, la motivation n'a jamais été un problème, mais en revanche ça prend du temps. Les gens ne se rendent pas compte, mais j'ai même en déléguant la partie de montage, un podcast, c'est trouver des invités, les contacter, se documenter sur eux, faire un enregistrement, faire un montage et préparer toute la communication. Donc c'est les visuels, les extraits audio. Les extraits audio, moi je les sous-titre. Les posts, les textes qui vont avec ces sous-titres audio, la mise en ligne sur son site, la mise en ligne sur les plateformes, etc. C'est moi me concernant, c'est entre 7 et 10 heures de travail. Donc entre un jour et un jour et demi de travail, le tout cumulé. Donc quand on veut en faire un par semaine, on comprend bien qu'il faut une petite bande passante quand même pour pouvoir faire ça. Au-delà de ça, il y a la contrainte de quand on fait des épisodes interview, est-ce que je vais avoir suffisamment d'invités qui vont me dire oui, etc. Donc je me suis lancée tambour battant, genre pendant 2 mois, j'en faisais 2 à 3 par semaine. Oh, wow. À cette époque-là, c'était des épisodes solo, c'était pas des épisodes interview, mais j'en faisais 2 à 3 par semaine. Alors, autant te dire que ça n'a pas duré plus de 2 mois. Tout de suite, je suis passée à... Il y a eu une petite phase où j'ai fait 1 par semaine et assez rapidement, je suis repassée à 2 par mois. Donc 1 toutes les 2 semaines. Okay. Ça a duré longtemps, cette phase-là. Ça a duré plus d'1 an où j'étais à 2 par mois. Et l'été dernier... j'étais dans un élan créatif de fou et j'ai réussi à faire un batch d'épisodes, à enregistrer un batch d'épisodes solo. Ça faisait très longtemps que j'avais pas enregistré d'épisodes solo et là j'ai eu envie d'en faire. Je faisais plus que des épisodes interview.
me suis dit, ouais, mais j'ai des choses à dire, moi, en fait. Donc, et j'ai batché ça et j'en ai eu 6 ou 7 épisodes. Et là, je me dis, c'est pas possible, en fait. Parce que si je les sors toutes les 2 semaines, que en plus, entre-temps, il y aura des épisodes interview, je vais mettre 4 à 5 mois à sortir tous mes épisodes. J'ai pas envie que ce que j'ai à dire là, ça sorte dans 4 mois. Et Bien je me sûr. suis remis à faire 1 fois par semaine. Et depuis, je suis à 1 fois par semaine. Avec, je m'autorise que si un jour je n'ai pas d'épisode, ça ne sort pas et le monde, personne ne m'en voudra. Et donc c'est comme ça que ça marche. Mais c'est pas une question de motivation, c'est plus que voilà, entre les vacances, les semaines où il y a du rush, les semaines où j'ai moins d'inspiration, les semaines où j'ai pas d'invité qui m'a répondu positivement. Et je suis assez stricte sur mes choix d'invités. Bah voilà, des fois il y a des trous. Et mon gros problème, c'est plutôt que je suis en flux tendu et je n'aime pas être en flux tendu. Et j'aimerais bien avoir 2 à 3 mois d'avance sur mes épisodes et c'est pas le cas. Donc ça, c'est mon objectif d'amélioration sur 2022 sur le podcast, c'est de ne plus produire un flux tendu. Trop bien. Si on rentre un peu dans le fond des sujets que tu abordes, tu parles de libérer votre relation à l'argent pour accomplir de grandes choses dans votre vie. Ça a l'air d'être un peu la tagline. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire libérer sa relation à l'argent pour toi? Et qu'est-ce que tu apprends dans le cadre de tes formations à toutes les personnes que tu accompagnes? En fait, il y a une distinction entre avoir un problème d'argent et avoir un problème avec l'argent. On n'a pas tous des problèmes d'argent qui sont la partie visible de l'iceberg. En revanche, si on n'a pas tous des problèmes avec l'argent, mais en tout cas, on a tous une relation à l'argent. Et ça, c'est quelque chose que finalement, moi, j'ai découvert très tard. En fait, je me suis jamais rendu compte. En fait, j'avais jamais conscientisé que j'avais une relation à l'argent. Et dans cette relation à l'argent, il y a en général un certain nombre de problèmes avec l'argent. Et ces problèmes-là sont mais de nature tellement diverses et variées. J'ai mis le doigt sur une boîte de Pandore quand j'ai commencé à creuser ce sujet-là. Donc, ça peut être des problèmes liés à la dépense, donc dépensier, radin. Bon, ça c'est vraiment c'est très schématique, hein. Mais c'est le besoin de tromper l'ennui en dépensant, c'est le besoin de ressembler, le besoin, tu vois, de paraître quelque chose ou de se conformer à un certain statut qu'on a. Tu vois, je suis jeune, je gagne bien ma vie, je gagne beaucoup, je travaille dans la finance. Tu vois, il y a un certain style de vie qui est attendu avec ça, qui peut nous pousser à la dépense et donc dépenser moins que ça, mais c'est vu comme un déclassement, par exemple. Il y a aussi des problématiques de gens effectivement qui vivent dans la peur permanente, dans l'insécurité permanente vis-à-vis de l'argent et qui font les écureuils avec leur argent. Il y a toutes les peurs liées à l'investissement, l'idée de perdre de l'argent, chose que les gens ne conscientisent moins, mais les peurs liées à la richesse. C'est-à-dire que ça fait peur à beaucoup de gens de devenir riches. Parce que c'est pas forcément que français, mais la richesse exclut. On dit et on entend dire dans la société, il fait pas bon être riche quand même, parce qu'on est pointé du doigt, parce que on sort du lot et on sait à quel point sortir de la meute, sortir du groupe, c'est difficile. Et effectivement, quand on est celui ou celle qui a élevé ses standards, qui a aussi accédé à un certain niveau de richesse, c'est le risque d'être rejeté par ses proches. Rejeté, c'est un mot qui englobe, mais d'être peut-être un petit peu moqué ou d'être mis à part ou de ne plus se retrouver, qu'on nous demande de l'argent, d'être jalousé, etc. Donc quand on commence à s'interroger sur ces fameux 4 piliers dont tu parlais tout à l'heure, et en fait il y en a 2 autres. Donc quelle est ma relation au fait de gagner de l'argent? Quelle est ma relation au fait d'investir de l'argent, de dépenser de l'argent et d'épargner de l'argent? On découvre des pépites. On découvre des gens qui te disent ah non mais gagner de l'argent c'est dur, il faut forcément travailler, il y a un prix à payer pour gagner beaucoup d'argent, le prix à payer c'est l'amour des miens, l'amour des autres, c'est le temps avec ma famille, c'est mon âme, c'est mes valeurs. Sur l'investissement, bah c'est la peur de perdre, la peur de la faillite, c'est la peur c'est la culpabilité. Les gens qui dépensent beaucoup alors qu'ils gagnent, les gens qui gagnent bien leur vie,
et qui dépensent et à qui il reste pas grand-chose à la fin, et il y en a beaucoup, sont des gens qui vivent dans la honte et la culpabilité. Parce que s'il y a bien des choses qui sont difficiles à dire, même à ses proches, c'est « je gagne bien ma vie et j'ai pas un rond ». Ouais. Ça, c'est hyper culpabilisant, tu vois. Les gens vont dire, de toute façon, les gens pensent que t'es riche, donc te disent, toi, t'es pas à plaindre, ou toi, t'as les moyens, etc. Et dans ta tête, tu te dis, mais s'ils savaient que j'ai rien, que je garde rien, que tout va dans ce qu'ils voient, et que, en fait, il y a plus rien, et que je me sens honteuse, et que j'ai de l'insécurité, etc. Dans tout ce que j'ai dit, en général, tes auditeurs se sont au moins retrouvés dans un truc, et donc vous venez de découvrir des pans de votre relation à l'argent, et peut-être que certains pans sont problématiques, et là, ça devient donc effectivement des problèmes avec l'argent. Et en général, J'espère que ce sera pas trop traumatisant pour les auditeurs qui écoutent de découvrir ça. Ça peut, en vrai, ça peut, parce que on peut découvrir des choses. Il y a beaucoup de fondations de sa relation à l'argent qui sont dans l'enfance. On peut avoir eu des parents qui ont dit des choses, où il faisait pas bon être riche chez soi parce qu'on était critiqué, il faisait pas bon être la personne qui sortait un petit peu du lot dans sa famille, y compris à cause de l'argent, parce que on était montré du doigt, on était un peu exclus. Dis donc, ton frère, donc tonton, il pète plus haut que son cul depuis que il a son nouveau job, et puis regarde, il s'est acheté une Mercedes, etc. Toi, t'es gamin, t'entends ça, tu dis oh là là, vaut mieux pas avoir une Mercedes, hein, parce que dis donc, je vais m'attirer les foudres de ma mère et de mon père, etc., etc. Donc il y a plein de codages qui sont dans l'enfance, il y en a énormément, et donc c'est ça qui me passionne, parce que de tous ces éléments, tous ces éléments peuvent expliquer ou peuvent être la cause de problèmes d'argent, ou pas, mais juste de blocage, de plafond de verre, de choses qui nous empêchent d'aller plus loin ou d'aller là où on veut dans la vie. Si on a des blocages pour investir, globalement, on aura du mal à dépenser de l'argent pour se former, pour faire du développement personnel, pour aller investir dans l'immobilier, parce qu'il y a toujours ce risque de « Ah, et si je perdais de l'argent ?» Et si tu perdais de l'argent? On n'est pas obligé d'investir 100 000 euros, tu vois, c'est ne serait-ce que 200 euros dans une formation. Ok, et si cette formation était naze? And so what, tu vois? Il y a ce truc de, ok, donc ça m'empêche d'accéder à des trucs, ça m'empêche de faire des expériences, ça m'empêche d'aller voir. Moi, je me suis rendu compte, et je pensais que j'étais tellement ok avec la richesse. Mon podcast s'appelle Richissime. Je pensais que pour moi, c'était ok, tu vois. En fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Je me suis rendu compte que j'avais peur de devenir une personne superficielle, en fait. Parce que la femme qui gagne beaucoup d'argent, la seule qu'on voit, c'est celle qu'on voit dans les magazines People, c'est les influenceurs sur les réseaux sociaux, ou les gens de la télé-réalité à la télé. Donc je me suis dit, ok, ça veut dire quoi? C'est à partir du moment où je suis riche, je vais acheter des sacs Louis Vuitton alors que je trouve ça horrible. Tu vois, je vais devenir snob, ou les gens vont penser que je suis snob, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais ces peurs-là. Et inconsciemment, tu t'empêches de faire un certain nombre de choses quand tu penses que un certain niveau de richesse va t'attirer ça, va te transformer en quelqu'un de superficiel, et va t'attirer ces regards-là de la part des gens. Et après, tu te demandes, mais pourquoi je suis pas plus riche que ça, malgré le succès que je rencontre dans ce que j'entreprends? Voilà, il y a une explication qui est, en fait, t'as pas vraiment totalement envie d'être riche, t'as pas débloqué ce truc-là, t'as pas débloqué ce niveau, tu vois, dans ton jeu vidéo intérieur, parce que clairement, c'est pas complètement ok pour toi d'être une personne qui gagne beaucoup d'argent pour les raisons que je viens d'évoquer. Et en plus, t'es un peu allé au niveau supérieur de cette peur et de ces blocages, parce que t'as créé une communauté et un média quasiment sur ce sujet-là. Est-ce que finalement, comment t'as vécu le fait d'exposer, en plus que t'es beaucoup plus exposé que quelqu'un d'autre parce que tu expliques, tu vois, tout le monde n'explique pas combien justement il gagne, dans quoi il investit, etc. Alors que toi, dans le cadre de ton podcast, c'est tellement l'essence de ton sujet que tu en parles, et ça fait d'ailleurs du bien de l'entendre. Tu vois, je pense à Victor Laura aussi, par exemple, du mouvement FIRE, que j'ai eu sur le podcast, qui partage beaucoup ces choses-là, et en plus avec des chiffres mirobolants. Donc c'est toujours, et alors qu'il est relativement jeune, et tout ça, je trouve que ça aide des gens justement à surmonter ces peurs dont tu viens de nous parler. Comment t'as vécu, toi, justement, cette exposition
à ces sujets? Je me sens vraiment, je me sens à l'aise dans le sein de la communauté. C'est-à-dire que c'est un peu comme s'il y avait une règle tacite de ici on est bienveillant. Ici on juge pas. Ici on juge pas les gens qui ont des problèmes d'argent. Ici on juge pas les gens qui ont des problèmes avec l'argent. Ici on juge pas les gens qui parlent d'argent. On juge pas les gens qui gagnent beaucoup d'argent. On juge pas les gens qui gagnent peu d'argent. Tu vois, il y a une espèce de règle tacite. Et moi, je reçois aucune négativité de la part des gens qui m'écoutent. J'ai déjà eu des expériences où, d'ailleurs, c'est une peur et je sais qu'il va falloir que je la surmonte, mais quand justement je te parlais alors je crois que c'était en off qu'on en parlait tout à l'heure, d'un passage télé que j'avais fait récemment. Et c'était sur France Info TV. À 1 heure de grande écoute. Vous ne me voyez pas, mais je mets des énormes guillemets là-dessus. Et un passage de même pas 2 minutes, je crois. Et dont personne ne se souvient. Et en fait, il y avait ce truc de la journaliste, elle avait une attitude, tu sais, ultra. Je voyais ses expressions de visage, ultra sceptique, ultra en mode. Ah ouais, il y a des gens qui. On a besoin de conseils quand on gagne 2500 € ou 3000 € par mois. Non, mais en fait, et là, je me suis dit, ah oui, donc en fait, j'oublie que, en dehors de mon monde, en dehors de mon podcast, en dehors de ma communauté, ouais, il y a des gens qui ont le bashing facile, quoi. Donc, il y a des gens que c'est, et c'est arrivé il y a pas longtemps à M6 qui a fait un Capital où ils suivaient, donc il y avait, j'ai pas vu l'émission, mais il y avait des articles là-dessus, donc il y avait ils avaient choisi une famille qui se faisait accompagner pour améliorer ses finances par un coach. Et ils avaient choisi une famille qui gagnait à 2, donc 2 adultes, 2 enfants, 4 000 ou 4 500 € par mois. Ils se sont fait bâcher en mode mais ça va pas, il y a tellement de gens qui ont plus besoin d'être aidés, à 4 500 € on n'est pas à plaindre, on n'est pas une famille pauvre, etc., etc. J'étais là, mais ah ouais, donc en fait il y a quand même une partie du monde qui juge en fait, qui est là en mode non mais t'es trop pauvre, t'es trop riche, t'es pas assez riche, t'es pas assez pauvre, enfin tu vois tous ces trucs là. Et moi je suis pas exposée à ça. Ça n'empêche que j'ai eu je partage les choses avec beaucoup de transparence, c'est une de mes valeurs assez importantes. Et pour autant, j'ai dû faire un travail sur moi-même, sur certaines choses, certains paliers pour en parler. Quand je gagnais trop peu, j'étais honteuse de le dire. Et maintenant que j'ai fait, le mois de décembre, j'ai généré un chiffre d'affaires juste sur Richissime de 34 000 € sur le mois. Et je me suis posé quand même des questions. J'en parle pas, etc. Et la question se posera à chaque fois, tu vois. Enfin, plus j'augmenterai, je parle de mes revenus sur mes activités d'immobilier et la location courte durée. On en parlera si tu le souhaites. C'est pareil, les chiffres d'affaires que je génère avec cette activité-là, c'est c'est une grosse fourchette, mais mon plus bas niveau c'est 10 000 et mon plus haut niveau c'était 21 000 € par mois sur cette activité-là de chiffre d'affaires, hein, d'accord, avec une marge à 30% à peu près. Donc ça c'est sur la courte durée. Tu parles du chiffre de la courte durée. Ouais, ça c'est mes activités d'investissement. Et du coup, en fait, tu vois, mes 2 business au cumulé sur décembre, c'était 50 000 € de chiffre d'affaires sur un mois. Donc, au début, tu te dis, ok, d'accord. Donc il y a des gens qui font même pas ça en une année, tu vois, même pas en brut. Il y a des gens qui ont même pas 50 000 € brut en une année. Et tu te poses des questions. Et après, je me raccroche à ma mission, en fait. Ma mission, c'est pour ça que j'ai changé le nom de mon podcast et qui s'appelle Richissime. C'est de, non pas de banaliser la richesse dans le sens où on doit en faire un truc normal, sans saveur, etc., mais de changer la façon dont on perçoit la richesse. Et dans mon monde à moi, la richesse, c'est pas que la richesse financière, c'est la richesse dans tous les domaines de sa vie. L'argent, c'est de l'argent. Avoir de l'argent, ça apporte de l'argent. Ça apporte pas forcément, on n'est pas forcément plus heureux, on n'a pas forcément plus de plaisir, on n'a pas forcément plus d'amour dans sa vie puisqu'on a de l'argent. Donc, la richesse, pour moi, d'autres utilisent le mot abondance. J'ai un peu plus de mal avec le mot abondance, mais c'est vrai qu'en vrai, c'est un mot qui correspond mieux et qui reflète mieux la pluralité de ce que ça veut dire.
Et c'est ça j'essaie de montrer que c'est possible. J'essaie de montrer que je pars de pas grand chose. J'avais moins de 5 000 euros en épargne quand j'ai commencé, et j'avais 0 immobilier, et ça fait 2 ans, et j'ai un immeuble, et en tout j'ai 8 appartements en location, j'ai acheté ma maison, j'ai ce business là donc qui génère 5 chiffres qui est un chiffre d'affaires à 5 chiffres tous les mois, et voilà, je suis partie de pas grand chose, et je veux montrer que c'est possible. Je veux montrer que sans s'épuiser, donc c'est comme une mission pour moi de parler de mes chiffres. Trop bien. Merci pour toutes ces infos et ces conseils sur le mindset à avoir. Je pense qu'on va pouvoir parler dans la deuxième partie du coup de peut-être rentrer un peu dans les détails de ces business, notamment d'immobilier, parce que je crois que c'est quand même une bonne partie de tes business, de ton side business à côté de la formation, du coaching. Et peut-être tout particulièrement sur la sous-location que j'ai pas du tout abordé dans le podcast, et qui me semble vraiment... T'as jamais fait d'épisode sur la sous-location? En 50 épisodes, jamais de sous-loc. Mais faut que je revienne, il y a tellement de choses à dire. Mais on va, on va faire une deuxième partie, okay. et on reprend les auditeurs sur le prochain épisode. Et Delphine, pour conclure du coup cet épisode, je voulais et je me permets de te piquer une question que tu poses dans ton podcast, Je t'en prie. que je trouve hyper intéressante, qui est, alors si tu avais du coup 100 euros sur toi et que tu devais les répartir dans ce que tu veux les dépenser pour que ça ait le plus d'impact sur ta vie ou sur ton environnement, ou selon ce que comment tu veux interpréter ta propre question, comment tu dépenserais ces 100 euros? C'est sûr que dans ces 100 euros, j'achèterais un livre. Lequel, là, je ne sais pas, parce que j'en ai tellement dans ma librairie que je dois lire. Mais en tout cas, si je donnais ce conseil à quelqu'un, je lui dirais d'acheter 2 bouquins vraiment sur la thune que j'ai adoré. En fait, il y en a plus, mais bon. Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, et Rich as Fuck de Amanda Frances. Ok. Donc, allez, on va dire que ça fait... les livres comme ça sont un peu chers. On va dire que déjà, ça fait 40 euros sur les 100. Ensuite, j'irai prendre une partie de cet argent pour l'investir quelque part. Donc, des petits dispositifs où on peut commencer à investir pas cher, et j'essaierai de les... En vrai, je pourrais genre dire, ok, je prends 50 euros et je le mets en crypto, ou je le mets sur une assurance vie, mais genre je le mets au truc le plus exposé du max que je peux faire, tu vois. Genre, ouais. Je veux tester c'est quoi l'investissement, tu sais, où tu prends des risques, quoi. Tu sais, pas ta petite assurance vie pépère plan, mais tu vas aller chercher, je sais pas, j'en sais rien, les 10-12% sur ton assurance vie, chose que en général on fait jamais. Ouais. Et genre, ça fait quoi, tu vois, de mettre ça, et puis voir ce que ça donne, tu vois, tu te donnes 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois pour voir en fait comment ça évolue. Oui, les risques sont assez limités sur cette petite somme, non, mais ça crée presque la même émotion que si t'en avais mis 10 ou 100 fois plus quand ça monte ou quand ça descend, quoi. Et sur ce qui reste, alors tu as des 40 euros en livres, déjà on est à 90, c'est trop. Allez, je mets juste 30 euros en livres, on va dire qu'on achète d'occasion, Okay. et que les 2 livres je les trouve à 30. C'est bon pour la planète. Je mets 40 euros seulement dans l'assurance vie, donc ça fait 70, et les 30 qui restent, je mets 15 sur... je donne 15 euros. Je le donne. Et là-dessus, j'ai un truc sympa à dire. Et le reste, je me fais kiffer, mais d'une manière inhabituelle. Tu vois, je vais pas juste me payer un Uber Eats. Je vais pas faire un truc que je fais d'habitude. Tu vois, j'essaie de trouver les 15 euros. Tu vois, dans ma liste des trucs que j'aimerais faire en 2022, il y a des choses comme du char à voile. On a une plage à char à voile juste à côté de chez moi, et j'ai jamais fait de char à voile de ma vie. Je pense que ça coûterait peut-être un peu plus que ça, mais tu vois, j'aimerais, genre, ça fait plus de 10 ans que je suis pas montée sur un cheval. J'aimerais trop faire une balade à cheval, pareil, sur la plage et tout. Je pense que ça me coûterait plus de 15 euros, mais on va dire que si je le négocie bien, que je... Bref. Tu sais, un truc que je fais jamais, quoi.
un cours de poterie ou tu vois vraiment un truc qui me sort de mon environnement. Et sur le don, je reviens là-dessus sur les 15 euros. Hier, je discutais avec un de mes auditeurs qui me disait qu'il avait fait un truc chouette. Il avait une amie qui était un petit peu ric-rac et lui gagne plutôt bien sa vie. Mais il voulait pas lui donner de l'argent. Son amie, je crois qu'elle déménageait ou elle emménageait quelque part et forcément ça crée des frais, etc. Et en fait, il lui a dit en fait j'ai envie de t'aider mais je vais pas te donner de l'argent. Il lui a donné des trucs, des objets et des cartouches de cigarettes qu'il avait ramenées d'un voyage. Okay. Il dit ok, je te donne ça. En mode, je sais pas s'il lui a donné trop de consignes derrière ça ou pas, tu vois. Je trouvais ça génial. Et l'idée, c'était un peu, je vais pas te donner de l'argent, mais je vais te donner une occasion de faire de l'argent. Et dans cette occasion de faire de l'argent, il y a un apprentissage. Et il me dit, mais un mois après, je la vois et je lui dis, mais alors? Et elle me dit, oh, mais j'ai pas eu le temps. Non, elles sont toujours là, tu sais, j'ai eu plein de choses à faire. Ok. J'ai pas le fin mot de cette histoire, tu vois. Je sais pas si elle l'a fait plus tard, etc. Mais là, clairement, moi, avec mon œil pro coach, je sais qu'il y a un truc à aller creuser, il y a un truc intéressant, tu vois. Elle a des blocages, elle a des croyances, elle a des machins. Donc, clairement, il y a un truc en termes de mindset qui n'était pas là pour se dire, ok, on m'a pas donné de l'argent, on m'a donné une occasion de faire de l'argent et cette personne l'a pas saisi. Mais si j'ai vraiment un conseil à donner pour terminer, c'est si c'est une occasion qui arrive dans votre vie, par exemple si vous avez des enfants ou voilà, enfin privilégiez les occasions d'apprendre aux gens à faire de l'argent plutôt que de leur donner de l'argent. Parce que franchement, il y a des pépites à transmettre quand on voilà, dans ce type d'apprentissage. Voilà. Ouais, hyper bonne disposition de cet argent. Et sur la partie don, en effet, ça me fait penser à notamment par exemple à ma petite sœur qui a 6 ans de moins que moi, et je me dis toujours que je pense elle écoute pas beaucoup ce type de podcast, que ce soit Richissime ou Ça fait un bail, etc. Et là, il y avait des petites elle a touché ses premiers salaires, et pouvoir l'accompagner en lui disant mets 100 euros dans du crowdfunding immobilier, ou peut-être un petit peu plus parce qu'elle a un peu plus de côté dans des parts de SCPI, et au moins se rendre compte que voilà, tu touches 10 euros par mois de revenus d'immobilier, parce que bon, elle a peut-être pas l'envie et la volonté d'aller acheter une place de parking avec un prêt, etc. Ça lui semble, et c'est vrai que c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps et il faut s'y intéresser, etc. Et je me suis dit que voilà, rien que d'avoir cette démarche et de commencer à toucher ces premiers euros de rente, on peut parler de rente, hein, et je trouve que c'est des bons apprentissages, et les transmettre autour de soi, c'est important. C'est important. Ouais, avec des enfants aussi ou des ados, tu peux faire un truc sympa, mais je te donne 10 balles. Si tu arrives à les transformer en 100 balles, je te redonne de l'argent, tu vois. Ouais. Mais en fait, il y a ce truc de... Tu sais, je reviens au pilier. Bon, après, il va falloir que je m'arrête, mais tu as compris que je pouvais parler des heures de ce sujet-là. Mais tu vois, si tu veux susciter et si tu veux que la personne, ton interlocuteur, en l'occurrence, ça peut être voilà ton enfant, ton ado, un frère, une sœur ou un parent, puisse développer cette capacité-là. En général, on n'est pas les mieux placés pour dire tu devrais, y a qu'à, faut que, ça ne marche pas. Faut arrêter avec nos conjoints, ça ne marche pas, avec les ados encore moins. Mais en revanche, effectivement, en fait, tu sais, c'est ce truc de tu veux être courageux, la vie va t'envoyer des occasions de devenir courageux, mais elle va pas te déposer une petite dose de courage dans le cerveau, une petite dose, tu sais, comme la souris qui amène l'argent sous l'oreiller, tu vois. Donc en fait, si tu veux que cette personne développe sa capacité à gagner de l'argent, faut pas lui donner de l'argent, faut lui mettre sur le chemin des occasions qu'elle a de développer ça. Avec le résultat que peut-être elle ne le fera pas et que ce sera décevant. Ouais. Mais c'est un truc sympa, ça. Je te donne 10 balles, si t'arrives à le transformer en X euros, je t'en donne. Etc. Franchement, avec des ados et des gamins, c'est une bonne façon de procéder.
Ça me fait penser un peu au film américain où je te donne 5 kilos de citron et tu vas faire des citronnades et tu vas les vendre sur le bord de la route. Et ça, on le voit pas trop. On le voit pas trop en France. Ouais, là, tu dis presque, tu sais, tu donnes le process à la personne, tu vois. Alors, effectivement, tu sais, en fonction des âges de maturité, ça peut marcher, tu vois. Un gamin de 12 ans, peut-être que tu vas lui dire, effectivement, je te donne des citrons et si t'arrives à en faire X euros, bah, on part en vacances, on s'offre un week-end, on va à Disneyland ou j'en sais rien. Mais en fait, il faut l'adapter à son enfant et à son niveau de maturité. Mais ouais, il y a vraiment cette idée. Tout entrepreneur successful qui se respecte a une histoire un peu comme ça où oh, j'avais 12 ans et je vendais des billes dans la cour de récré ou je vendais des limonades aux parents d'élèves, etc. J'adore ces storytelling. À chaque fois, tu te dis non mais ouais, ok, d'accord. T'as vendu 3 chocolats en porte-à-porte et donc t'étais l'entrepreneur du siècle là-dedans. Bon, ça c'est non mais les Américains sont tellement comme ça. Bref. T'as ta petite histoire d'enfance comme ça? Mais pas du tout. Non, moi je suis devenue entrepreneur normal, tu vois. Non mais non, je ne revendais pas des trucs sous le manteau quand j'avais ni 12 ans, ni 15 ans, ni 18 ans. Après, il y a vraiment des histoires vraies. J'ai reçu Asher dans mon podcast, Owen Simonin, et il faisait vraiment des trucs chelous de business où il vendait des trucs. C'était pas clair, c'était pas clean, ces trucs. Il était encore mineur, tu vois. Et mais j'ai toujours ce truc de me dire bon, arrêtez avec vos histoires de c'est bon quoi, j'enregistrais des cassettes audio à 8 ans, je les revendais et j'étais entrepreneur et je me faisais un business. Non, t'étais pas entrepreneur, mais par contre, t'avais un sens développé de comment est-ce que je peux gagner de l'argent à 8 ans. Et ça, c'est chouette. Trop bien, hyper bonne conclusion et on mettra le lien de l'épisode pour aller écouter Asher. Je l'ai entendu et il est vraiment cool comme épisode. Et bah, merci pour cette conclusion.